Frabla Bascobo, comme on dit dans le 8-9, représente Place du Marché. 8-9, la fragonard, la jupe, Ouais gros. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Délivre-nous du mal et, Seigneur, délivre-nous de tout mal, par pitié, puisqu'aujourd'hui nous allons parler, comme convenu, de Eric Emmanuel Schmitt, l'homme qui voyait à travers les visages. Comme annoncé hein, donc dans la vidéo précédente, et une fois n'est pas coutume, je l'espère, on reparle exceptionnellement d'un auteur déjà abordé auparavant. Bon, cette fois-ci, ce sera certainement la dernière vidéo sur Eric Emmanuel Schmitt. Je ne pense pas en refaire d'autres. Je me respecte quand même un minimum. Donc, L'homme qui voyait à travers les visages, c'est le dernier roman en date de Monsieur Eric Emmanuel Schmitt, hein, de l'Académie Goncourt, s'il vous plaît. Et je pense que c'est un bouquin qui a fait pas mal parler de lui à sa sortie, qui remonte déjà à 2016. Mais je précise quand même qu'il a sorti d'autres choses en même temps, mais qui ne sont pas vraiment des romans, c'est plutôt des nouvelles ou des essais. Le dernier roman en date, c'est, il me semble, celui-là, qui fait quand même, vous voyez, 380 pages, donc bon, après ça commence à la page 11, 370 pages. Alors comme d'habitude, dans cette émission, je vais tout divulgacher comme un gros bâtard, mais pour le coup, on va essayer de suivre un peu l'intrigue de manière chronologique. Donc on est plongé dans un récit à la première personne. Le héros s'appelle Augustin. Je crois que son nom de famille c'est Trollier, je crois quelque chose comme ça, Triolet, Trollier, quelque chose. Bon, Augustin. Et il est stagiaire pour le journal local de Charleroi, donc en Belgique, le journal qui s'appelle Demain. Et c'est un stage non rémunéré, évidemment, toi-même tu connais les bails. Et du coup, il est aussi SDF, il n'a pas trop confiance en lui. En plus d'être SDF, vous voyez, il n'a pas confiance en lui, c'est quelqu'un de très maladroit, de très complexé, voilà, bon. Donc il crève de faim, il est SDF, il garde ça secret quand même, parce qu'il se considère comme un loser total, donc il veut pas qu'on en rajoute. Et donc le roman commence alors qu'il est en train de dormir à son bureau de la rédaction. Dès les premières pages, en fait, il est dans un rêve, voilà, tu dors, dort-il, et puis il se fait réveiller par Philibert Pégard, donc son chef. Euh, donc le chef de la rédaction, Philibert Pégard, qui lui dit bon bah écoute, tu sers à rien dans la rédaction, va plutôt dans la rue essayer de nous dénicher un scoop. Voilà. Donc, inévitablement ici une parenthèse à propos des noms farfelus, hein, dans Lorsque j'étais une œuvre d'art, vous vous en souvenez, il y en avait à profusion, donc ce livre-là aussi en regorge, donc bon bah voilà, un Philibert Pégard, bon. Mais bon, passons, il y en aura d'autres, là c'est un détail pour l'instant. Et donc il va dehors, et puis très rapidement, donc dans le premier chapitre, hein, voilà, en fait il est à la terrasse d'un café, il se fait bousculer par un arabe, voilà, et voilà, un homme me bouscule, donc j'ai failli m'affaler, il ne me remarque même pas, blablabla, et on rentre tout de suite dans l'intrigue avec ce passage que je vous lis tout de suite. Il m'intrigue. Qu'y a-t-il derrière lui, tout près de son épaule? Il cesse d'avancer, tripote sa montre. J'entrevois mieux l'oiseau qui volait autour de lui. Qu'est-ce? Un corbeau? Un merle? J'ajuste ma rétine. Une bête à plumes? Je deviens fou. Suis-je le jouet de mon imagination? Je vois un homme miniature à la place de l'animal, une forme humaine en djellaba anthracite qui bouge les bras de façon furieuse. Blablabla. Donc en fait, je ne perçois pas les mots, mais je saisis que la minuscule créature engueule le jeune homme. Donc voilà, il y a une sorte de présence sur l'épaule de cet arabe qui ensuite se fait exploser. C'est un terroriste, et donc à la sortie d'une messe, à la sortie d'un enterrement, il se fait exploser et il commet un attentat à Charleroi, en Belgique. Mais c'est parfaitement illégal, savez-vous. Et voilà, on est plongé immédiatement dans le récit, et évidemment, donc Augustin est soufflé dans l'explosion. Donc il n'est pas mort, hein, mais il est blessé, voilà, il est pris en charge par les pompiers. Et donc, c'est le sujet du livre. Il y a une enquête policière, et Augustin, c'est un témoin important, parce qu'il a été bousculé par le terroriste juste avant qu'il passe à l'acte, et quand Philibert, en fait, Pégard, donc le chef de la rédaction, se rend sur place, il voit que Augustin était là, et il change d'attitude, évidemment, vous voyez, c'est un peu le mec opportuniste, il se dit, super, on tient un scoop, un de nos journalistes était là sur place pour assister, enfin c'est un témoin oculaire, donc on va vendre un paquet de copies, un paquet d'éditions de notre journal. Donc il lui rend visite à l'hôpital,
Et c'est à ce moment-là que le journal donne l'information qu'il y avait non pas un, mais deux terroristes, suivant le témoignage d'Augustin, qui dit, bon, bah en fait, ils étaient deux. Il y avait le jeune et puis il y avait le vieux qui lui donnait des ordres. Mais Augustin n'ose pas dire à Philibert Pégard que la deuxième personne, en fait, c'était un petit fantôme sur son épaule. Et depuis sa chambre d'hôpital, il fait la connaissance, Augustin, de Claudine Poitrenaud et de son assistant Mathieu Méchin. Alors Mathieu Méchin, il a absolument aucune utilité de tout le bouquin, mais aucune. Donc il remplit aucune fonction, donc on va faire comme s'il n'existait pas, en fait. Et on va même plus prendre la peine de le mentionner, parce que vraiment son existence n'a absolument aucun intérêt. Mais Claudine Poitrenaud, elle, c'est la juge d'instruction, et donc elle va demander à Augustin de l'aider. Et puis quand elle va apprendre qu'il voit les morts, elle va le croire et l'encourager à en découvrir plus. Parce qu'en fait, c'est ça. Elle le découvre, qu'il voit les morts, parce que la police vient interroger Augustin en disant « Bon, bah alors apparemment, il y a deux terroristes, on va faire un portrait robot, vous allez nous aider. » Et donc, Augustin leur décrit le fantôme qu'il a vu, ils font un portrait robot, et ensuite ils lui présentent des photos, les policiers, et il reconnaît formellement le père du terroriste, qui en fait est décédé il y a 10 ans. Et pourtant il est sûr que c'est lui. Et donc, chapitre 4, alors je me rappelle plus de la page, mais ça commence tout de suite, où en fait, voilà, page 63, « Vois-tu les morts, Augustin ?» La juge Poitrenaud penche la tête, bon blablabla, « Vois-tu les morts ?» Puisque, bah, comme justement il est mort il y a 10 ans, bah, apparemment c'est qui verrait les morts. Et c'est donc seulement dans le chapitre 4, donc à la page 63, qu'on apprend officiellement qu'Augustin a le don de voir les morts. Dans le 4e chapitre, ou bien littéralement, en fait, dans la première phrase du résumé, en fait, le don de voir les morts. Hein. Donc, quelque part, le faux suspense comme ça, sans déconner, bon, déjà ça me tue. Hein. Puisqu'on le sait, en fait, quand on achète le livre, donc ça sert à rien de faire comme si, voilà. Bon, alors pour un besoin scénaristique, on comprend, hein, mais là, on est quand même confronté à une incohérence monumentale d'emblée, c'est-à-dire que, donc page 53-54, voilà ce qu'on apprend, page 53-54, donc, voilà. Donc, un trouble m'envahit. Donc là, c'est Augustin qui parle, hein, c'est raconté à la première personne, c'est Augustin qui raconte. Ne suis-je pas en train de lancer justice et police sur une piste erronée, faute d'avoir révélé exactement ce à quoi j'ai assisté ? Impossible de revenir en arrière, je passerai pour un menteur ou un minus. De ça, j'ai eu trop souvent l'expérience. Quand enfant j'ai mentionné les êtres que j'apercevais parfois autour des gens, je n'ai d'abord suscité que de l'indifférence. Qui attache de l'intérêt au babil d'un orphelin solitaire, chétif, ballotté de foyer en foyer, de centre social en famille d'accueil ? Comme j'insistais, les institutrices ont fini par me demander d'en raconter davantage, et alors j'ai saisi, à leur question, qu'elles ne voyaient pas ce que je voyais. Ni elles, ni mes camarades, ni elles, ni personne. Un jour où je m'agaçais qu'on ne remarqua pas le visage ensanglanté qui pleurait constamment au-dessus d'Emma, une fillette de 4 ans, l'éducatrice m'expliqua que je tenais pour vrai des produits de mon imagination, blablabla. Alors, ok, très bien. Et page 85, donc un peu plus loin dans le livre, c'est confirmé. Voilà. Donc là, en fait, il est à un enterrement, il raconte quand il était dans sa jeunesse, il était à un enterrement, et il comprend que, en fait, le mort était là pendant l'enterrement, et il était le seul à le voir. Voilà. Donc ce jour-là, j'ai obtenu la preuve que personne ne voyait Raoul, donc le mort, car, dans les yeux de la famille, j'ai cherché l'étonnement, la stupéfaction, le ravissement, l'inquiétude, en vain. Les regards ne se tournaient pas dans la bonne direction, et si jamais ils l'empruntaient, ils ne s'y attardaient guère. J'étais donc le seul à percevoir Raoul. Cela t'a effrayé ? Quoi ? D'être le seul ? Oh, j'en avais déjà l'habitude. Spontanément, la juge Poitrenaud m'attrape l'avant-bras, émue par mon aveu, mais elle se reprend aussitôt et concentre sa compassion dans ses prunelles. Tu possèdes un don, Augustin. Un don qui ne sert à rien. Et blablabla, et blablabla. Ok. Donc dans ce cas-là, Augustin, si t'as l'habitude de voir les morts depuis ton enfance, si t'as même suivi une psychiatre, ou une psychologue, je sais plus, pour ça, et que là tu le dis à la juge Poitrenaud, et que t'as l'habitude de voir les morts, hein, comment ça se fait, Augustin, comment ça se fait que, bah, finalement, à la fin du premier chapitre, tu nous dises « Oh bah alors là je comprends pas, il y a un truc qui flotte autour de l'épaule du terroriste, oh mais je deviens fou, est-ce que c'est le jouet de mon imagination ou gna 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 ?»
est-ce que tu serais pas en train de te foutre un peu de notre gueule, là, Augustin? Hein? Ou alors, Éric Emmanuel Schmitt, t'as rien trouvé de mieux, là, pour introduire tes propos? Franchement, c'est tout ce que t'as trouvé de mieux? Quelle indignité. Et alors, en plus de ça, c'est pas la première fois qu'il nous fait le coup, parce que là, on est page 22, c'est récent, mais c'est pas la première fois. Parce que juste avant de se faire mettre à la rue par Philibert Pégard, Augustin, il voit une petite fille. Donc voilà, en fait... Mais il y a une petite fille au journal, comment ça se fait? La gamine décèle ma présence, blablabla. Donc, bonjour. La petite fille porte ses deux mains à sa bouche, consternée comme si j'avais commis une grave bêtise, puis s'abrite derrière le torse de Pégard. Celui-ci pivote vers moi. Quelle mouche te pique? Pourquoi me dis-tu bonjour? Oh, pas à vous, à la petite fille. Mais quelle petite fille? La petite fille assise à côté de vous, qui se cache. Mais Augustin, tu débloques? Impossible de savoir où et comment elle est partie. Il y avait une petite fille ici, une petite fille de 7 ans avec des nattes blondes et une robe écossaise. Bon, en fait, c'est la fille de Pégard, donc du coup, il voit la fille de Pégard qui est morte, et donc du coup, là, quand le livre commence, on comprend pas. On se dit, ah tiens, là, il découvre, en fait, qu'il a le pouvoir de voir les morts. Mais en fait, non. En fait, il le sait très bien, c'est juste que dans le chapitre 1, il est débile, et il se rappelle 4 heures plus tard qu'en fait, il a le don de voir les morts et qu'il en a l'habitude, en fait. Donc là, clairement, Éric Emmanuel Schmitt, tu me déçois, parce que vraiment, c'est nul, en fait, c'est nul. Donc là, je pense que Éric Emmanuel Schmitt de l'Académie Goncourt aurait pu faire un effort pour pas nous laisser avec une incohérence pareille, qui, de surcroît, n'aurait pas été si compliqué que ça à contourner. Ça me reste en travers de la gorge, j'insiste beaucoup dessus, mais j'ai un peu l'impression que l'auteur me prend pour un débile quand je lis ça. Mais reprenons. Donc la juge Poitrenaud nous offre des dialogues à couper le souffle. Donc, ces derniers temps, on a beaucoup critiqué, par exemple, Christine Angot pour ses dialogues à la justesse vertigineuse, qui peignent le quotidien de manière absolument fantastique. Mais je pense que là aussi, on en a des pas mal, donc page 50, par exemple. Alors, bon, là, c'est du chipotage aussi, mais bon, voilà. Mes chiens, nous devons bâtir le dossier sur des bases différentes. Bon, alors là, en fait, voilà, elle prononce son nom, mais... Elle s'en plaint sur le ton d'une femme qui aurait à recommencer son tricot. J'ai envie de fumer. Elle marque un silence. Il ne faut pas, j'ai arrêté. Elle gémit. Ah, qu'est-ce que ça me démange? Tu fumes, toi? Non. Bravo, ne fume jamais. Ouais, super. Il reste du chemin à parcourir quand même pour atteindre le niveau cité précédemment, mais avec un peu d'effort, je pense que dans 2-3 livres, on l'aura atteint sans problème. Bon, revenons à nos moutons. Donc, que se passe-t-il après tout ça? Il est interrogé par la police. Donc le commissaire Terletti, le chef de la police, là, est suspicieux envers Augustin, parce qu'il le pense de mèche avec le terroriste. Et il l'accuse même à un moment d'avoir orienté volontairement la police sur une fausse piste, afin de se protéger lui-même. Mais bon. Augustin rentre chez lui, et par chez lui, il s'agit d'un squat, car il est SDF. Et quand il arrive à l'endroit où il dort d'habitude, il y a une famille de Roumains qui utilise ses affaires, et il se fait chasser par le chef de famille qui a bien l'intention de laisser sa famille s'installer là où ils se sont installés, en fait. Donc il se fait chasser, il déterre un jouet qui fait un bruit de sirène, voilà, astucieux, il l'avait caché auparavant exprès. Donc il déterre le bruit, le jouet, il le fait fonctionner, le bruit fait peur aux Roumains, qui s'enfuient, il récupère ses affaires dans le squat, et là il se dit, bon, ils vont revenir, je m'en vais. Donc ça ne sert à rien, dans l'histoire, si ce n'est pour dire, bon, ok, il peut pas rester dans son squat, il est obligé de bouger, parce que les Roumains vont revenir. Donc il est obligé de trouver un autre endroit pour dormir. Et ce faisant, alors qu'il passe devant une benne à ordures, qu'est-ce qu'il trouve dedans? Un ordinateur. Incroyable, quelle chance. Alors il le prend, et il va un peu plus loin, pour l'ouvrir, et voir ce qu'il y a dedans dans l'optique de le récupérer pour lui-même, puisqu'il est SDF, il n'a rien. Donc peut-être ce serait bien d'avoir un ordi. Encore que... bon. Et qu'est-ce qu'il y a dans l'ordinateur, à votre avis? Devinez. Eh bien, c'est l'ordinateur du terroriste qui vient de se faire exploser. Incroyable coïncidence. Et alors qu'il est en train de parcourir des tas de fichiers qui parlent du djihad et de l'islam et de blablabla, devinez quoi? Devinez. Un adolescent arrive devant la benne, à ordures, et il cherche l'ordinateur. Incroyable coïncidence. Et alors, Augustin, bon alors là ça fait 110 pages, ça fait 110 pages que le mec il nous dit « Ah oui, je suis lâche, je suis un crétin, un pleutre, une merde, un personnage insignifiant dans la vie de... » Voilà. Qu'est-ce qu'il va faire, à votre avis? Qu'est-ce qu'il va faire, Augustin? Eh ben il va parler au type qui cherche l'ordinateur,
Directement, il va lui dire: «Bah, tu cherches l'ordinateur? Ah bah, il est pas là». Et devinez quoi? Mais le mec qui cherche l'ordinateur, c'est le petit frère du terroriste. Incroyable coïncidence. Mmh. Donc bon, on va pas, épiloguer, 3000 ans, c'est quand même, blablabla, toc, ça s'enchaîne, hop, 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 tout va bien, dans le meilleur des mondes, c'est très, très facile, pour l'intrigue, c'est parfait. Donc le frère du terroriste, il s'appelle, Mohamed, mais il est surnommé Momo, hein, de manière, fort pratique. Bon déjà c'est n'importe quoi qu'Augustin le confronte, directement, hein, alors qu'en vrai il serait plutôt en train de se chier dessus, donc on va aller page 10, hein, c'est ce que je vous disais, mais on va aller page 10. Voilà. Pour une raison qui m'échappe, on m'estime coupable de mon anatomie, on me reproche d'infliger mon ingratitude, blablabla, blablabla. Aveugle, paralysé, manchot, voilà, enfin bon. Il vaudrait mieux qu'il soit affublé d'une véritable infirmité. Il n'est pas réellement aveugle, paralysé, manchot, mais de temps en temps, je soupçonne qu'on devine aussi ma lâcheté. Ah bon, tu es lâche, mais quand même, tu vas parler directement à un mec qui fouille. Bon, bref. Mais bon, qu'est-ce qu'ils font, du coup? Eh bien, bien sûr, la seule solution rationnelle, l'évidence même, ils vont manger un kebab ensemble, bien sûr. Bien sûr. Et pendant qu'ils mangent un kebab, bah, devinez quoi? Non mais allez-y, devinez. Devinez. Vous voyez pas? Eh bien, Terletti, le commissaire, le chef de la police, pendant qu'ils sont en train de discuter, en train de manger un kebab, la police vient prendre un kebab à emporter dans le kebab où Augustin est en train de manger avec le petit frère du terroriste, alors même qu'il a l'ordinateur du terroriste avec lui en ce moment même. Mais quelle coïncidence! Incroyable. Bon, donc Momo, pendant que la police est là, lui, il fait merde la police, et il se cache dans les toilettes, et les policiers n'y voient que du feu, évidemment, ils vont pas vérifier les toilettes. Donc, il ressort tranquillement une fois la police partie, c'est incroyable. Ensuite, donc là, déjà, on est un peu dans la 13e dimension, mais ensuite, Augustin revoit la juge Poitrenaud, qui lui demande d'enquêter sur Dieu. Carrément. Bah ouais, carrément. Donc on va lire ensemble 2 pages, là 145 et 146. Donc là, il y a pas mal de choses à dire, donc on va les lire ensemble, vous allez voir, c'est drôle. On va commencer même page 144. Allahu Akbar. Voilà ce qu'il a clamé une seconde avant de se faire sauter. Allahu Akbar. C'est devenu un slogan tellement usuel qu'on le minore. On a tort, il faut prêter l'oreille à ce que ces gens-là vocifèrent. Allahu Akbar. Dieu est le plus grand. Au seuil du trépas, les terroristes lancent le nom de Dieu. Terletti commet une erreur quand il néglige ses paroles. Allahu Akbar. On le réécrit pour le plaisir. Ce n'est qu'une expression. Ah oui? Moi je crois que c'est plus que ça. Une revendication? La première idée qui vient, celle qui bloque les journalistes. Un aveu? Bien davantage. Quoi? Une dénonciation. Elle se fige et son regard m'hypnotise. Au moment ultime, ils trahissent le coupable. Ils balancent qui est le boucher. Eux demeurent des marionnettes. Au-dessus, tirant les fils, se tient un redoutable marionnettiste. Pardon? Nous prenons des leurs pour des responsables, nous accusons des victimes. L'assassin, c'est celui qui décrète, pas celui qui exécute. Le cerveau, pas la main. Qui commande en l'occurrence? Dieu. Donc finalement, il suffirait de commettre un attentat et plutôt que de crier Allahu Akbar, il suffirait de crier Eric Emmanuel Schmitt Akbar. Et finalement, ce serait Eric Emmanuel Schmitt, le responsable de l'attentat. Il y a peut-être un truc, s'il est en prison, il pourra plus écrire de livres. On tient peut-être un truc là. Bon, continuons, blablabla. On arrive, page 146. Les Hollandais alléguaient le Deutéronome pour justifier l'apartheid en Afrique du Sud. Les Japonais envahissaient la Chine au nom du Shinto. Au sein de l'islam, sunnite et chiite ferraillent en obéissant à Allah. Et aujourd'hui, des terroristes de Daesh ou d'Al-Qaïda s'immolent et massacrent en tonitruant Allahu Akbar. La surdité nous affecte, blablabla. Il y a trop de religions sur Terre, madame, s'il n'y en avait qu'une, il resterait toujours Dieu. Et Dieu nous maltraite. Pour l'instant, Eric Emmanuel Schmitt, c'est toi qui me maltraite. Hein. Alors il faudrait que les religions disparaissent. Bon, vous voyez, donc voilà, dialogue, cours de récré. Et ensuite, on arrive quand même, voilà, donc on blablabla. Tu t'égares, Augustin. Tu postules que les guerres se font au nom de Dieu parce que les hommes instrumentalisent Dieu, usurpent sa parole et lui empruntent une légitimité. Selon toi, ils l'utilisent en écran, une nuit qui dissimule leur cruauté, une excuse à leur cynisme. Et si c'était l'inverse? Je ne sais pas. Si Dieu poussait les hommes à la guerre? Dieu n'est qu'un prétexte. Non.
Dieu est un texte. Et donc, après ce dialogue d'anthologie, eh bien, le juge dit « Wallah, on sait pas si Dieu existe, t'as qu'à enquêter pour le savoir, Augustin », et Augustin, the absolute madman, il le fait. Alors, comment Augustin va-t-il s'y prendre? Eh bien, il retourne au journal, et Philibert Pégard, il est furax de chez furax, parce que les ventes du journal se remettent à baisser, parce que l'attentat est passé, et donc ça fait moins vendre. Alors, il demande une idée de génie au personnel, et Augustin intervient, donc là, ça se passe page 165. Voilà, donc l'idée... Certains ici reçoivent un salaire depuis 10 ans, 15 ans, et lui, un stagiaire qui sue pour un salaire de misère, vous m'entendez, de misère, il se saigne, il n'est pas payé, hein, il se saigne pour sauver notre journal. Que nous proposes-tu, mon petit Augustin? Je suggère, monsieur Pégard, que nous publions de grands entretiens sur les événements avec nos importantes figures locales. Attention, celles qui brillent au-delà de Charleroi, au-delà de la Wallonie, au-delà de la Belgique, avec appel en couverture. Amplifions l'actuel rayonnement international du journal. Pégard me contemple, le visage illuminé. Bravo, mon petit Augustin, c'est ça, c'est exactement ça. J'adopte cet avis à 1000%. Alors, en fait, si c'est ça l'idée révolutionnaire qui va sauver le journal, en fait, vous méritez tous d'être au chômage. Parce que ça, c'est pas une idée, en fait, c'est juste l'évidence même. C'est genre, c'est ton boulot de journaliste, en fait. Donc, si tu l'as pas encore fait, c'est qu'il y a un problème. Donc, ok. Mais à la limite, ok. Donc chacun, il va de son petit truc, alors bon bah alors voilà. Chacun énumère les personnalités auxquelles il pourrait accéder, un prince, un prix Nobel de chimie, un médecin pionnier, le Premier ministre, des universitaires aux publications reconnues, le chanteur Stromae, bref, chacun énumère ses propositions, et Augustin, lui, il se propose d'interviewer Éric Emmanuel Schmitt. Alors ensuite, il demande... attendez, quoi? Éric Emmanuel Schmitt... Mais... Oh, oh. Ouais, ça alors. Ah, c'est pas croyable ça. Et là, pour la première fois, je suis dans mon livre comme un personnage. Ça a été très troublant. Et alors là, en fait, c'est le florilège. Parce que ça y va franchement, les exemples ne manquent pas, donc on en a à la même page, hein, voilà. Donc, Éric Emmanuel Schmitt, pardon. On le décrit comme un écrivain féru de métaphysique et de religion. Il a la passion de comprendre les êtres, y compris ceux qu'il exècre ou qu'il n'approuve pas. Ah ouais, il avait pondu un chouette roman sur Hitler. J'aimerais bien l'interroger. Bon, c'est un gros poisson, Augustin. J'ai lu toute son œuvre. C'est 40 livres. Bon. Et puis, bon bah alors page suivante, hein, on continue. L'heure suivante, voilà, j'essuie des rebuffades chez l'éditeur parisien, on refuse 10 fois de me passer son attaché de presse. Comme je persévère jusqu'au harcèlement, elle finit par prendre mon appel. Sa réaction à l'attentat de Charleroi? Ah oui, quelle coïncidence, il vient justement de livrer 4 pages au New York Times. Lisez-les donc demain. Bon. Et puis finalement, donc il dit, voilà, je voudrais interviewer Éric Emmanuel Schmitt, monsieur Pégard. Et qui ça? J'imaginais qu'il dirait ça. Nous soupçonnons tous qu'il fuit les réunions de rédaction, parce que dès qu'on évoque une célébrité devant lui, il rétorque. Qui ça? L'écrivain traduit dans le monde entier, étudié dans les écoles. Éric Emmanuel Schmitt, quoi. Donc là, je pense qu'on aurait pu un peu continuer. Enfin, finalement, pourquoi s'arrêter là? L'écrivain traduit dans le monde entier, étudié dans les écoles, le prodige du théâtre, le prince des mots, le chevalier de la Pléiade, l'homme qu'on destine à un prix Nobel de littérature, ce grand seigneur aux 100 000 conquêtes amoureuses et au sexe démesuré, ce canon de beauté, cet homme qui rembobine toujours ses cassettes vidéo avant d'aller les rendre au vidéoclub, et toujours en avance, ce parangon de vertu, Éric Emmanuel Schmitt de l'Académie Goncourt, quoi, merde! Merde! Et puis, ça continue, puisque 3 pages plus loin, Augustin rencontre Éric Emmanuel Schmitt, et voilà ce qui se dit, donc c'est page 171, donc il le croise une fois, il n'ose pas l'aborder, il le recroise une deuxième fois. J'enchaîne car je refuse de rater l'occasion. J'adore vos livres, monsieur Schmitt. Il cesse de rire. Escomptait-il déambuler incognito? Il n'a pas l'air d'aimer qu'on le reconnaisse. Il me reconsidère, substituant l'admirateur au randonneur amusant. Puis, volontairement, il se déride. Vous adorez mes livres? Je ne vais pas vous décourager, cela atteste votre bon goût. Sans commentaire. Je les ai tous dévorés, monsieur Schmitt. Tous, me dit-il sceptique. Vous exagérez. J'ignore moi-même combien j'en ai écrit. En 40, monsieur Schmitt.
40 déjà, soupire-t-il avec une grimace d'inquiétude. Monsieur Schmitt, bon. Donc déjà, Éric Emmanuel Schmitt de l'Académie Goncourt, il écrit un livre. Dans ce livre, il se fait figurer comme un personnage, mais en plus comme un personnage clé. Et de surcroît, il se décrit sous un jour évidemment favorable, c'est-à-dire que même moi, en fait, j'oserais même pas faire ça pour rigoler dans mon journal intime, tellement j'aurais honte, mais lui, sans pression, il sort le livre et c'est publié tranquillement sans aucun souci. Franchement, je suis sur le cul parce que fallait oser. Donc à partir de maintenant, l'essentiel est dit, donc je vais passer sur l'intrigue parce que ça n'a plus d'intérêt. Éric Emmanuel Schmitt reçoit Augustin chez lui, et là, on entre pleinement dans la 13e dimension. Donc là, c'est la folie. En fait, vous savez, quand vous étiez au collège, il y avait certaines rumeurs à propos de Marilyn Manson qui se serait fait opérer pour s'enlever des côtes, pour faire on ne sait trop quoi, hein. Vous voyez de quoi je parle? Et bah là, en fait, ce serait plutôt Éric Emmanuel Schmitt qui devrait être la cible de cette rumeur, parce que, bon, je passe les détails du bouquin qui indique qu'il habite une splendide demeure. On va aller directement à la page 201, parce que là, vous allez voir que, quand même, ça vaut le détour. Page 201, si j'arrive à la prendre. Lorsque mes yeux reviennent sur le large fauteuil en velours violet où Schmitt s'est assis, j'aperçois subitement des morts. Plusieurs morts. C'est la première fois que j'en vois autant. Plus ou moins nets, plus ou moins présents, quelques-uns semblent même translucides, ils flottent autour de lui. Devant le mur de livres, un mur de mort en cas d'écrivain. Certains me procurent une insolite impression de familiarité. Je me concentre et tente de les identifier. Celui-ci, jeune, agité, avec ses perruques blanches, ressemble à Mozart. Celui-là, l'homme débraillé en robe de chambre, évoque Diderot. Sur la banquette, les paupières closes, repose un Bouddha. Et la dame aux cheveux crébus s'apparente à Colette. Ça continue. Blablabla, je reconnais Molière. Au centre, nanana, il rappelle Pascal. Plus loin, je repère diffus, volatile, Bach, Schubert, Debussy. Donc, la voilà. Et puis, page 229 à présent. Donc, puisqu'on y est, c'est parti. Diderot a chuchoté quelque chose dans votre oreille, monsieur Schmitt. Quand ça? Ah là, lorsque vous avez évoqué le salut par la connaissance. Donc Diderot souffle, Mozart corrige, Colette ricane, c'est-à-dire que, voilà, en fait, on avait l'exemple de l'enterrement de Raoul, voilà, les gens, ils voient, ils sont fréquentés par leur mort, c'est-à-dire leur père ou leur fille, leur maman, leur grand-mère, voilà. Mais Éric Emmanuel Schmitt, attendez, il fait partie de l'Académie Goncourt. Donc lui, c'est pas sa petite maman je sais pas si la maman d'Éric Emmanuel Schmitt est décédée ou pas, je ne lui souhaite pas. Disons son arrière-grand-mère, c'est pas son arrière-grand-mère qui partage son quotidien, non, non. C'est Molière, Pascal, Diderot, Bach, Jésus, bref. Donc, puisque ça s'y prête, on va lire ensemble la page 189. Parce que là, c'est la juge Poitrenaud qui parle du commissaire Terraletti. Donc on va voir là si c'est Diderot qui souffle l'inspiration à Éric Emmanuel Schmitt pour écrire ce moment intense de poésie en prose. Donc, attention, les oreilles. Pour nous les femmes, Terraletti détient quelque chose du mal primate qui nous titille le cerveau archaïque, qui nous cajole les hormones et nous réveille les ovaires. Cela tient à je ne sais quoi. Sa crinière de cheveux bruns implantée bas sur le crâne, sa sécheresse musculeuse, sa chaleur, son humeur inflammable qui annonce l'incendie, son énergie intérieure que manifeste la pilosité de son corps. Il paraît à la fois inquiétant et rassurant, entre le chien qui nous protège et le loup qui nous menace. Très attirant. Bon alors là, mesdemoiselles, je n'irai plus d'autres passages aussi excitants que celui-là. Vous pouvez mettre la vidéo en pause, changer de sous-vêtements et revenir continuer votre visionnage. C'est promis. Bon, d'ailleurs, la juge Poitrenaud en profite dans cette même scène pour dire à Augustin que Dieu lui fout la paix. C'est-à-dire, oui, bah Augustin, Dieu te laisse tranquille, tu peux faire ce que tu veux. Mais à aucun moment dans le livre, finalement, il se demande pourquoi il voit les morts, pourquoi il a ce don, dans quel but, comment il pourrait l'exploiter, pourquoi, si Dieu existe, pourquoi il lui a donné ce don-là. Non, non, non. Ah oui, c'est vrai, Dieu me laisse tranquille. Moi, je pense que si j'ai le don de voir les morts, et que je crois en Dieu, je vais me dire, Dieu, qu'est-ce que je suis censé faire de ce don que tu m'as donné, en fait. Mais lui, non. Bon, on n'est plus à ça près, de toute façon.
Et alors ensuite, grâce à une drogue utilisée par les chamans d'Amérique du Sud, fournie par Eric Emmanuel Schmitt, Augustin entre en transe. Donc à l'aide, il lui faut un passeur en fait pour atteindre Dieu. Donc c'est une femme de ménage de la rédaction du journal, qui est en fait une transsexuelle alcoolique qui se prend pour une chanteuse égyptienne décédée. Camoulox ? Bravo, bien joué Gilles. Qui la guide, voilà. Ils rencontrent Dieu, leur dialogue n'a absolument aucun intérêt, c'est juste des platitudes qui s'étalent sur 30 pages avec un dieu abrahamique qui fait semblant de ne pas comprendre les questions qu'on lui pose. C'est affligeant vraiment, et ça se termine donc, page 304, avec quand même une petite pique bien sentie. On sent que l'auteur en est fier, alors on va lui faire plaisir, on va la lire. On ne comprend rien à mes livres. On les imprime, on les vend, on les achète, on s'y réfère, mais on les lit n'importe comment. J'ai mal à l'homme. Brrr. Le grand œil disparaît, nanana. Le long des murs et des meubles résonne, concassé, diffracté, chuchoté, la dernière phrase du grand œil. J'ai mal à l'homme. Waouh. Bon, et pour finir, alors Momo s'est radicalisé, il est persuadé qu'Augustin est un terroriste qui a aidé son frère, et il veut se faire exploser sous un théâtre un jour de représentation où il y a plein d'enfants et de parents. Mais c'est parfaitement illégal, savez-vous. Mais Augustin vient avec lui soi-disant pour l'en empêcher, et au lieu de prévenir la police ou n'importe quoi comme n'importe qui, finalement qui a un cerveau plus développé que celui d'un enfant de 5 ans, finalement l'aurait fait, lui non, il prévient pas la police, il y va, et du coup il meurt explosé avec le terroriste, avec le frère du terroriste. Et ce sont les deux seules victimes. Et en fait là on apprend, donc là c'est la fin, hein, je vous le dis, on apprend par la suite que en fait la juge Poitrenaud est morte depuis 20 ans, et que c'était juste un fantôme que voyait Augustin, et qu'en plus ce serait sa maman à Augustin. Et d'ailleurs son père ce serait le commissaire Terletti. Ah ouais, excellent, tout tombe à pic. Et en fait donc la juge Poitrenaud serait un fantôme, sauf que si vous avez été attentif, page 85, on lit, je vous le rappelle, des choses comme « Spontanément, la juge Poitrenaud m'attrape l'avant-bras, émue par mon aveu. » Alors je suis quand même presque sûr que dans l'acceptation, c'est-à-dire que voilà, le mot fantôme en fait ça désigne des choses qui sont quand même par définition immatérielles. Alors peut-être que quand on est de l'Académie Goncourt, on a le droit de changer la définition des mots, ou alors peut-être qu'on écrit n'importe quoi, ça nous donne le droit d'écrire n'importe quoi, je ne sais pas. Mais bon, si on veut chipoter comme ça, hein, on peut y aller. Hein, et puis parce que comme on n'est plus à une incohérence près, page 261, on va voir ça ensemble, page 261, qu'est-ce qu'on lit? Dis-moi Momo, donc là c'est toujours Augustin qui parle, hein. Dis-moi Momo, es-tu retourné au collège? Momo se ferme. Répond. Je n'y vais plus. Ça s'est mal passé. J'ai la lèpre. Il s'écarte. Voilà, parce que là, son frère est un terroriste, donc tout le monde, voilà. Donc il retourne pas au collège. Sauf que, bon, page 130, finalement, on y lit, qu'est-ce qu'on y lit, page 130? Eh ben, celui qui insulte mon frère, je lui casse la gueule. On te renverra du lycée. Alors peut-être que Diderot aurait pu souffler à l'oreille d'Éric Emmanuel Schmitt que le collège et le lycée, c'est pas la même chose en fait. Hein, et peut-être que Molière, quand il a relu le livre avant publication, il aurait pu se dire en fait, mec, change tes trucs, parce que fais attention quoi. Mais visiblement, non. Et puis bon, alors là, on continue, hein, voilà. On peut dire aussi qu'à un moment, Augustin hésite à jeter l'ordinateur, mais il ne le fait pas parce que il a peur qu'on retrouve son ADN partout dessus, sur les touches, etc. Alors, quelle est la suite logique de ses pensées? Eh ben, il considère à un moment le rendre à Momo. Bah ouais, directement. Comme ça, c'est sûr que là, l'ADN... Bon, finalement, il le fait pas, mais il est quand même pas très futé, bon, ça on l'avait remarqué. Bon, la fin de ce livre, c'est une débâcle totale. Et en fait, voilà, on ressent bien que l'auteur se contrefiche de l'histoire dans laquelle il s'est embarqué. Ce qu'il voulait manifestement, c'est déjà apparaître comme un personnage important dans son propre livre, parce qu'il y a sûrement des problèmes d'ego à satisfaire, d'une part, et surtout parce qu'il voulait mettre des platitudes dans la bouche de Dieu sous la forme d'un entretien où il pouvait faire lui-même les questions et les réponses. Et une fois la rencontre avec Dieu passée, on le voit bien, en fait, il faut conclure l'histoire, un peu comme dans Lorsque j'étais une œuvre d'art, donc d'Eric Emmanuel Schmitt aussi, tout s'assemble d'un coup, tac tac tac, voilà, Deus Ex Machina, hop, c'est fini, voilà, ça, finalement tout tombe à plat en fait. Donc je vais pas m'étendre davantage sur ce livre, je pense que la vidéo est bien assez longue comme ça, je relirai pas
d'autres livres de Eric Emmanuel Schmitt. J'aime souffrir, mais peut-être pas non plus à ce point-là, et puis il y en a d'autres qui attendent leur tour. Donc, pour conclure, eh bien, Seigneur, si tu as le temps d'accorder un entretien à Eric Emmanuel Schmitt, tu as également le temps de nous délivrer du mal, alors par pitié, Seigneur, fais-le. Délivre-nous du mal. Amen.